Bonjour, l'objectif de cette intervention est de vous présenter la signature électronique dans ses dimensions juridiques. Premier point, sa valeur juridique. Le principe est simple et posé par le Code civil. Désormais, une signature électronique a la même valeur qu'une signature manuscrite dès lors qu'est utilisé un procédé agréé par l'ANSSI, ce qui est bien sûr le cas de la signature proposée dans notre solution. Il faut savoir que la réglementation en la matière est une réglementation d'origine communautaire. Elle est la même et vaut donc pour tous les pays de l'Union européenne. Vous pourrez donc signer en toute tranquillité et en toute sécurité juridique un document avec un Belge, un Allemand ou un Italien. Autre chose à savoir, pas de panachage entre signature électronique et signature manuscrite. C'est soit l'un, soit l'autre. Et les paraphes. Les paraphes ont perdu leur utilité, puisqu'ils avaient pour fonction de garantir à la fois que le signataire avait pu prendre connaissance de chacune des pages du document signé, et qu'ensuite, aucune page complémentaire ne puisse lui être ajoutée. La signature étant apposée de la première page jusqu'à la dernière page des annexes, dans un document crypté, il est impossible d'en ajouter une autre, et le signataire a toujours été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble du document qu'il signera électroniquement. Les prérequis. Pour chacun des signataires, il faut pouvoir disposer d'une adresse mail et d'un numéro de téléphone portable en cours de validité. Si le numéro de portable utilisé est un numéro étranger, il vous suffira de remplacer le préfixe +33, qui correspond à la France, par le préfixe du pays concerné. La signature électronique est valable pour tous les actes, sauf l'engagement de caution, qui doit toujours être signé de manière manuscrite, comme cela vous est rappelé en tête du document. Un compromis de vente peut bien sûr être signé électroniquement, mais une difficulté peut subvenir lorsqu'il est notifié par une remise en main propre, puisque dans ce cas, le Code de la construction et de l'habitation impose à l'acquéreur d'apposer de sa main une mention dans l'acte lui-même, c'est-à-dire dans le compromis ou la promesse, ce qui exclut toute possibilité de le signer, dans ce cas, de manière électronique. Une question qui revient de manière très fréquente, c'est que faire de la mention manuscrite que doit apposer l'acquéreur dans l'hypothèse où il achète comptant sans recourir à un emprunt. Nous avons évidemment trouvé une solution, puisque dans ce cas-là, une clause va s'insérer dans le compromis par laquelle on renvoie expressément à une annexe, c'est-à-dire une déclaration de financement personnel que vous aurez fait remplir à l'acquéreur avant la signature du compromis. Ce modèle déclaration de financement personnel se trouve dans votre bibliothèque. Il suffit préalablement à la rédaction du compromis de la faire compléter à la main par l'acquéreur, ensuite de scanner le document et d'en annexer une version au compromis qui lui est signé électroniquement. C'est une solution agréée par la Cour de cassation dès 1996. Autre cas, les promesses unilatérales de vente. Il faut savoir que certains centres des impôts refusent d'enregistrer une promesse unilatérale de vente signée électroniquement. Donc, comme cela vous est recommandé dans l'acte lui-même, prenez la précaution de vous renseigner auprès de votre centre pour savoir quelle est la politique qu'il adopte. Mais ce qui est valable pour les promesses unilatérales de vente ne l'est pas pour les promesses unilatérales d'achat qui, elles, n'ont pas à être enregistrées. Autre question qui revient fréquemment, c'est en matière de mandat signé électroniquement et à distance, quelle date devez-vous retenir pour son enregistrement dans votre registre des mandats? Est-ce qu'on retient la date d'édition ou la date de signature par le dernier des signataires? Puisqu'en cas de signature à distance d'un mandat, le mandant peut très bien le signer 2 ou 3 jours après que la cérémonie de signature ait été initiée. Dans ce cas, notre préconisation, et qui est également celle partagée par Gallian, c'est vous retenez la date d'édition, seule date connue, et vous signez vous-même en premier le mandat, puisque vous êtes un des signataires. Il y aura donc une distinction entre la date d'enregistrement, de prise d'effet du mandat, qui elle sera retardée à la date de la dernière signature du dit mandat. Autre interrogation qui revient souvent, c'est est-ce qu'un mandat signé électroniquement à distance
devient un contrat conclu à distance et donc pour lequel le mandant va bénéficier d'un droit de rétractation. Il faut savoir que le contrat conclu à distance, qui équivaut à un contrat conclu hors établissement, ne concerne que quelques contrats et pour lesquels il faut qu'on ait nécessairement utilisé un système organisé recourant exclusivement à une ou plusieurs techniques de communication à distance. Ces techniques sont nombreuses, ça peut être des mails, des appels téléphoniques, des formulaires de contact, des courriers, de la visioconférence, etc. Mais à aucun moment, il ne doit y avoir un contact physique entre l'agent immobilier ou son négociateur et le mandant vendeur. Or, dans quasiment tous les cas, la rédaction du mandat et sa signature est précédée d'une visite du bien, ne serait-ce que pour pouvoir l'estimer et proposer un prix de vente. Donc retenez une seule chose, c'est que la seule circonstance que la signature du mandat intervienne à distance ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un contrat conclu à distance, ouvrant droit pour le mandant à un droit de rétractation. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt, au revoir.